c'est bientôt le grand jour. Ce jour où des gens vont venir sonner chez toi, non pas pour adhérer aux témoins de Jéhovah, pas cette fois, mais pour te demander des bonbons. Et donc nous nous sommes dit que c'était un moment idéal pour te parler de scénarios d'horreur. Dans le jeu de rôle, l'horreur a une place centrale, notamment avec le succès de l'appel de Cthulhu. Il y a énormément de références et de contenu à ce sujet. Mais tu le sais si tu suis Questmaker depuis un petit moment, sinon bienvenue à toi. Sur Questmaker, on veut t'aider à trouver des idées qui s'adaptent à n'importe quel univers auquel tu veux jouer. Alors que tu as envie de faire un scénario d'horreur sur du Cthulhu, du D&D, du cyberpunk ou ce que tu veux, dans cette vidéo, on va d'abord faire un tour d'horizon de toutes les techniques qui vont te permettre de créer un scénario d'horreur, puis on terminera par 3 synopsis de scénarios que tu vas pouvoir organiser. À toi par contre de créer la suite. Et si tu as envie d'apprendre à créer des PNJ qui sont cool, et si tu ne l'as pas encore, récupère la bibliothèque de PNJ. Il contient 14 archétypes de PNJ que tu peux implémenter dans n'importe quel one-shot ou n'importe quelle campagne. D'ailleurs, l'un d'entre eux est plutôt cool à utiliser dans un scénario d'horreur. Il s'agit de l'artefact. L'artefact, c'est un personnage souvent mentionné, mais qu'on ne voit jamais jusqu'au moment de la révélation finale. C'est un peu comme une arlésienne en fiction. Dans ce bouquin, je te donne les différents éléments qui vont te permettre de mettre en place ce type de PNJ correctement. Tu peux le récupérer dans le premier lien en description de la vidéo, il est gratuit au format numérique, et si tu le souhaites, tu peux aussi en obtenir une version physique si tu as envie de l'avoir sous la main quand tu prépares tes futures sessions. Alors comment instaurer une bonne ambiance d'horreur? Ici, plus que dans n'importe quelle partie de roleplay, l'ambiance va être super importante pour l'immersion. À ce niveau-là, la complexité va dépendre en fonction de si tu joues à distance ou non. Si tes amis sont loin et que vous jouez sur Discord par exemple, tu peux demander à tes joueurs de se mettre dans une pièce sombre. De plus, si tu joues à distance, avoir une webcam est selon moi un atout indispensable pour garder l'attention des joueurs. Pour ajouter de l'ambiance sonore, tu peux aussi configurer un outil comme Voice Mode, qui te permet à la fois de modifier ta voix, mais aussi et surtout d'utiliser des bruitages et d'ajouter des musiques. Attention cependant, un petit retour d'expérience, ne t'y prends pas à la dernière minute comme moi, c'est un peu relou à mettre en place. D'ailleurs, idéalement, il faut que tu le configures avec quelqu'un qui peut t'écouter et te dire si le son il est assez fort ou au contraire si on n'entend rien. Fun fact, ça m'est déjà arrivé de m'enjailler online sur des sessions avec de la musique épique alors qu'en fait personne n'entendait rien. Si tu joues en présentiel, tu peux facilement reproduire ça et surtout tu peux décorer la table et la pièce. Alors jouer dans le noir, c'est pas très fun. Par contre, avoir quelques bougies, ça peut alourdir l'atmosphère. Pile ce qu'on veut. Le choix de la musique est très important. Lorsque tu planifies ton scénario, essaie d'avoir en tête 2 ou 3 musiques qui vont venir ponctuer les segments de ton histoire. D'ailleurs, pour ma part, lorsque j'écris des scénarios, j'utilise ces mêmes musiques pour me mettre dans l'ambiance et m'inspirer. Par contre, évite de passer trop de temps à prévoir plein de musiques. Il existe des playlists assez longues sur YouTube qui te permettent de garder ce côté ambiance. Ne change qu'à certains moments précis, parce qu'en tant que maître du jeu, si tu dois te transformer aussi en régisseur son et lumière, c'est vraiment difficile de rester concentré. Le moindre bug peut te sortir complètement du scénario et casser le rythme. Prévoir quelques effets sonores est aussi quelque chose qui va contribuer à l'ambiance. Rien de mieux qu'une porte qui grince dans un manoir censé être vide lorsque les joueurs l'explorent. Ou encore un plancher qui craquelle sous les pas d'une lourde créature, alors que les joueurs se cachent sous le lit. Par contre, attention, un son ne doit pas te faire oublier tes descriptions. Tu n'as pas forcément besoin de faire des trucs très littéraires, chacun son niveau à ce sujet, mais ne remplace pas toutes tes descriptions par des sons, du moins au début. Enfin, à vous de voir avec tes joueurs si vous voulez faire une session déguisée. C'est quelque chose que vous pouvez aussi faire à distance. Alors déguisé, ça veut pas forcément dire venir habillé en fantôme. On peut venir habillé avec un thème en rapport avec l'époque dans laquelle se passe le JDR. Dans tous les cas, mon conseil c'est d'en parler ensemble avec tes joueurs. Alors quels sont les ingrédients pour un bon scénario de JDR spécial Halloween? Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Un bon scénario finalement, ça reprend tous les codes classiques du JDR. Une quête qui engage et donne envie aux joueurs d'avancer avec un but précis à accomplir. Également, il faut un ou plusieurs lieux riches en découvertes et des interactions qui engagent émotionnellement tes joueurs. Par contre, il y a un point qui est vrai, certes dans n'importe quelle session, mais qui est encore plus important dans l'horreur. Tes joueurs peuvent mettre un peu de temps avant de rentrer dans l'ambiance. Tout dépend aussi des moyens que tu as mis en place pour créer cette ambiance, comme on l'a vu au début de la vidéo, mais une fois que l'atmosphère est installée, tout est beaucoup plus simple. Donc attention aux pauses, parce que ça peut totalement sortir les joueurs de la partie. Prépare bien tout ce qu'il faut pour ne manquer de rien, et faire en sorte de ne pas être interrompu pendant la session. Et donc par exemple, virez vos téléphones. L'important dans les histoires d'horreur, c'est de faire en sorte que l'émotion oscille entre la peur, la terreur, l'angoisse et le stress. Voici un exemple. Après un moment de silence, vous vous décidez à entrer dans le sous-sol, l'endroit même où vous êtes certain d'avoir entendu des bruits. La porte grince en s'ouvrant, et lorsque vous allumez la lumière, elle oscille doucement, projetant des ombres mouvantes sur les objets de la pièce. Ces ombres dansent, et semblent donner vie à tout ce qui vous entoure. Soudain, la porte claque violemment derrière vous. Une ombre grandit devant vous, de plus en plus imposante. La lumière vacille de plus en plus frénétiquement, avant de s'éteindre dans un fracas assourdissant.
Alors attention, parce que cette ambiance-là, tu ne peux pas la maintenir constamment pendant 3 heures. Au mieux, un moment d'angoisse va durer entre 3 et 5 minutes. Tout le reste du temps va permettre de construire cette tension palpable. Une technique bien connue des films d'horreur, c'est la libération des émotions. Le principe, c'est de construire une montée en tension progressive de peur par cycle. En gros, on va accumuler de l'angoisse avant de rapidement la relâcher. Encore une fois, vous avez fini tard au travail. Et la nuit est déjà tombée. Comme chaque soir, vous devez traverser cette forêt aux arbres denses et imposants. Aujourd'hui, par chance, la lune éclaire votre chemin, vous aidant à ignorer les bruits lointains qui résonnent autour de vous. Cependant, elle ne vous protège pas de cette sensation oppressante, celle d'être suivi, avec quelqu'un qui semble se rapprocher inexorablement. Mais fort heureusement, les lumières de la civilisation apparaissent enfin au loin, votre foyer. À chacun de ces cycles, la durée d'angoisse, de stress et finalement de peur va augmenter puis redescendre. Ce sont ces montagnes russes émotionnelles qui vont mettre tout le monde dans l'ambiance. Alors maintenant, voyons quelques techniques pour faire descendre la tension. La première consiste à manger moins gras et faire du sport. De cette manière, votre tension pourrait redescendre de 15 à 14 à 11, etc. La première consiste à expliquer le phénomène de manière rationnelle. Une ombre se déplace. Finalement, ce n'était qu'un vulgaire chat dans la pénombre. Entendre des bruits lorsque l'on est censé être tout seul, ça fait beaucoup plus peur que lorsqu'on est en groupe. D'ailleurs, l'ensemble du groupe a sûrement une explication rationnelle, qu'on va se communiquer ensemble. Et puis en groupe, de toute façon, on est toujours plus en sécurité. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les personnages dans les films d'horreur ont toujours la bonne idée de se dire « Hey, si on se séparait, moi je vais là-bas et toi tu vas là-bas tout seul. Allez, hein, qu'est-ce qui peut se passer ?» Une fois cet empilement de tension poussé à son paroxysme, une fois que toute l'histoire est suffisamment avancée, c'est là qu'on va dévoiler la vraie cause. La créature qui faisait tous ces bruits depuis le début, l'esprit qui possédait tous ces gens, la raison de la sensation d'être épié. Un tips pour ce faire, c'est de combiner la libération des émotions ainsi que la révélation. Dévoiler la raison de toutes ces angoisses soulage le sentiment de stress pour laisser place à la peur. Tu t'approches lentement de l'armoire, d'où provient ce bruit de raclement inquiétant. Ton cœur s'emballe alors que tu te prépares à l'ouvrir. D'un coup sec, tu l'ouvres, mais rien. L'armoire est vide, tout semble à sa place. Tu te retournes pour rassurer tout le monde quand soudain, tu aperçois une paire d'yeux qui te fixe, posée sur l'épaule de ton ami. L'inconnu, c'est l'expérience principale que tu dois faire vivre à tes joueurs pendant la première partie du scénario. Ils se déplacent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, ne sachant pas où aller, ni d'où viennent ces bruits, et encore moins qui en est à l'origine. Et puis une fois qu'ils auront pris leur marque, les joueurs vont pouvoir vaquer à leurs occupations, réaliser le début de leur enquête qui sera alors ponctué de moments d'angoisse. Une autre technique que tu peux utiliser, c'est le Monster Delay. C'est ça que tu vas chercher à construire tout au long de ta partie avant de dévoiler la créature. Pour ce faire, voici 2 outils que tu peux utiliser. Le premier, c'est d'utiliser un moment de lore comme dans Paranormal Activity. Un joueur découvre un ancien album de famille aux 3/4 brûlé. À l'intérieur, il tombe sur une page d'un journal, dans lequel on lit que la mère d'une famille aurait mis le feu chez elle pour purifier son enfant qu'elle croyait posséder. Une autre méthode, c'est de dévoiler la créature en face des joueurs, à la manière d'Alien. Un bruit retentit dans la chambre. En ouvrant la porte, tu vois la commode, le lit, les portraits de famille, tous les objets lévités devant toi, et au centre de la pièce, une jeune fille aux cheveux noirs suit cachant son visage, les bras d'un bleu cadavérique le long de son corps. Dans une chemise blanche tachée de boue et ce qui semble être, à première vue, du sang. Elle lève le visage, comme pour voir dans ta direction, puis s'arrête, hurle et court à toute vitesse sur toi. Cette partie va driver la suite de ton scénario, te faisant entrer dans la dernière phase où les joueurs vont devoir essayer de sauver leur peau. Un point central, et tu l'auras compris, c'est de travailler tes descriptions. Et donc il faut y passer un peu de temps. Ton but avec ces descriptions, c'est de graver dans l'esprit des joueurs l'horreur qu'ils s'apprêtent à vivre, voir et recevoir. Une technique simple consiste à rallonger les descriptions et les détailler, comme si tu balayais la scène avec une caméra, passant graduellement du temps entre les détails qui ne sont pas dans le thème de la peur, puis de plus en plus de temps à décrire des choses qui font peur. Par exemple, la façon dont une porte prend son temps pour grincer, la lourdeur des pas sur le sol en chaîne dont les clous rouillés ne tiennent plus vraiment en place, ou encore la façon dont 2 formes luisantes derrière la porte du placard légèrement ouverte semblent te fixer. Alors sur la partie des descriptions, pas de complexe.
Ne cherche pas à faire trop littéraire si c'est pas ton truc. Imagine juste la scène et décris-la petit à petit. C'est le moyen le plus simple de démarrer aujourd'hui et de construire petit à petit des descriptions qui seront au fur et à mesure meilleures. Un autre tips, et tu l'as sans doute remarqué, c'est de jouer sur le tempo. Un tempo lent est utile pour décrire les éléments d'horreur, ceux qui vont faire monter l'angoisse et le stress. Prends ton temps entre la façon dont tu décris les éléments et le rythme de ta voix. Un tempo rapide permet de monter l'urgence et de donner un sentiment de peur et de frayeur. Il se passe quelque chose. En mixant les deux, tu vas pouvoir dupliquer l'émotion ressentie pendant les différentes scènes. Parlons maintenant du lore et de la phase d'exposition. Que tu fasses jouer un one-shot ou que ce soit une quête annexe à ta campagne, si tu veux faire un scénario d'horreur, il faudra que tu passes forcément par un moment de lore. Tu vas expliquer l'histoire, la quête, les phénomènes qu'il s'y passe, les légendes qui décrivent ces moments de terreur, ces témoignages qui attestent la présence d'un esprit malin, bref, tout ce genre de choses. Pour l'introduire, tu peux par exemple faire venir un PNJ qui va leur expliquer aux joueurs les différentes choses qu'il se passe, voir pourquoi est-ce qu'ils devraient aller là-bas. Mais si tu ne souhaites pas mettre de PNJ pour expliquer le lore, tu peux aussi laisser tes joueurs le plaisir de découvrir par eux-mêmes avec des textes, des images, des témoignages qu'ils vont récolter sur place. En ce qui concerne les phases d'exposition, c'est celle que tu dois le plus travailler. Une phase d'exposition est une partie d'une histoire où les éléments de base sont introduits, afin de poser les fondations de l'intrigue et de l'action à venir. Ça permet de fournir à tes joueurs les informations nécessaires pour comprendre le contexte, les personnages et la situation initiale avant que l'action commence réellement. Elle est là pour poser l'atmosphère de la partie, et donc si tu prends bien le soin de la faire correctement, elle permettra aux joueurs de s'immerger directement dans le scénario et dans l'ambiance. Pour t'aider, je vais te donner 3 phases d'exposition que tu vas pouvoir utiliser pour t'inspirer et créer ta propre histoire. Ce sont des synopsis de scénario, à toi de créer la suite. Un écho dans les bois. Depuis plusieurs jours, vous entendez des rumeurs concernant quelque chose qui se passe dans les bois, près d'une petite ville. Plusieurs personnes racontent que quelque chose les suit, qu'ils se sentent épiés à chaque fois qu'ils doivent la traverser. Les autorités, qui ont été prévenues à maintes reprises, auraient retrouvé des petits bouts d'os enterrés profondément sous une souche d'arbre. Ils les ont donc ramenés en ville pour pouvoir les analyser et trouver à qui ou à quoi ils pourraient appartenir. C'est avec ce peu de connaissances que vous marchez vers cette ville. Mais lorsque vous y entrez, vous sentez que l'atmosphère est lourde, alors que la nuit n'est même pas encore tombée. Dans la rue, il n'y a personne. Et pourtant, vous vous sentez observé, tout autour de vous, avec des regards qui vous accablent. Puis, après quelques minutes de marche dans cette atmosphère oppressante, quelqu'un finit par s'approcher de vous. Il se présente comme étant le shérif de la ville, et il vous mène au commissariat. En route, il vous explique avoir récolté des témoignages. Certains habitants suspicieux pensent qu'il s'agit de l'âme errante d'une femme, ayant perdu son enfant il y a quelques décennies dans ces bois. On dit qu'elle était devenue folle, à force de retourner chaque pierre, chaque branche, chaque feuille de la forêt, dans l'espoir de retrouver son enfant avant qu'à son tour, elle ne soit portée disparue dans cette même forêt. L'auberge, dernier souffle. Après une longue journée d'exploration, les joueurs vont se reposer dans une auberge. Vous arrivez certes un peu tard, mais l'entrée est bien éclairée, et un majordome d'une 50aine d'années à vue d'œil, habillé proprement, vous attend derrière un grand comptoir blanc avec un sourire accueillant et chaleureux. Celui-ci vous dit qu'il n'y a pas de problème pour accueillir des aventuriers, même au plein milieu de la nuit, puisque de toute façon, il se charge de recevoir quiconque a besoin de repos. Fatigué et après avoir reçu les clés de vos chambres, respectivement la 331, la 332 et la 333, vous montez vous coucher. Comme il n'y a pas d'ascenseur, vous vous résignez donc à utiliser vos dernières forces et à monter les 3 étages à pied. Une lumière faible et d'un orange très chaud éclaire ces escaliers en colimaçon. Vous montez une quinzaine de marches rapidement, puis une trentaine, mais aucun palier, aucune porte n'est en vue. Les marches se ressemblent et les murs lisses en ciment n'indiquent rien qui pourrait vous aider à vous y retrouver. Peut-être que les étages sont juste un peu plus loin que ce que vous pensiez. Vous continuez donc à monter une trentaine de marches, et puis, d'un coup, la lumière s'éteint. La créature du coffre. Vous avez été envoyé par un mandataire qui voudrait récupérer le bien d'une transaction qu'il a réalisée il y a peu de temps, avec une famille aisée dans un village voisin. Il s'agit d'un petit coffre en bois qui appartenait à sa famille il y a quelques générations de ça et qui avait été perdu. À l'intérieur se trouvent quelques bijoux et une broche qui a traversé les époques. Vous arrivez dans une charmante villa. Celle-ci se rapproche presque d'un manoir au vu du nombre de fenêtres que vous voyez depuis le porche d'entrée. La dame de maison vous ouvre et vous salue. Il s'agit d'une belle femme d'une trentaine d'années environ, habillée chaudement malgré les températures extérieures et fortement maquillée. Elle vous annonce qu'elle vous attendait pour récupérer le petit coffre avant de vous mener dans un salon au volet fermé, éclairé seulement par une petite lampe de table posée sur un guéridon à côté d'un canapé en bois et en tissu vert. Après quelques minutes d'attente et accompagnée de son fils, elle revient vers vous.
C'est cet enfant qui a la boîte, mais malgré l'insistance de sa mère, il ne semble pas vouloir la donner. Sur le pas de la porte menant au salon, plongé dans la pénombre et dans lequel vous vous tenez, vous voyez la mère qui perd de plus en plus patience, agrippant la boîte à 2 mains et suppliant l'enfant de la lâcher pour en finir avec cette chose. Pourtant, l'enfant est calme et ne dit rien. Il se contente de tenir la boîte avec ses 2 mains fermement. La femme s'énerve et se met à pleurer de colère, hurlant qu'elle ne peut plus vivre ça ici. Tandis que vous voyez distinctement le maquillage de cette femme couler sur ses joues, laissant apparaître de graves stigmates d'une blessure très récente, s'étirant du coin de son œil jusqu'à sa lèvre supérieure. L'enfant finit par relever la tête et regarde par-dessus son épaule. La mère se tue et, tremblante, regarde dans la même direction. Un lourd crack perce vos oreilles, la femme tombe à genoux, la tête faisant face à son dos, ses yeux dégoulinant du sang. Bien, je veux pas casser l'ambiance, mais on est sur une vidéo tuto. Donc maintenant que tu as ces 3 phases d'exposition, à toi de jouer avec. Tu prends celle qui t'intéresse le plus et à toi de construire ton scénario autour. Si tu veux les retrouver à l'écrit, elles sont sur notre site. Je te mets le lien de l'article dans la description de cette vidéo, en dessous de la bibliothèque de PNJ. Pour terminer, je voulais te partager un JDR dont nous a parlé Ladorad, un membre de notre communauté Discord réservé à ceux qui suivent les cours Questmaker. Il s'agit de 10 Candles. C'est un JDR où les personnages vivent leurs derniers instants. Leur rôle, c'est de donner un sens, de trouver des réponses et de rendre cette aventure soit dramatique, soit poétique. C'est non seulement un JDR qui offre beaucoup de liberté aux joueurs, et ce qui est cool, c'est le concept des 10 bougies derrière. À la fin de chaque scène, on souffle une bougie, ce qui fait faire un pas de plus vers l'obscurité, à savoir la fin de leur personnage. Donc voilà, merci à Ladorad pour m'avoir parlé de ce concept, et je te laisse aller te renseigner par toi-même si c'est un sujet qui t'intéresse. Et si tu cherches d'autres idées de scénario, tu peux aller voir cette vidéo où on t'en donne plein. N'oublie pas d'aller récupérer la bibliothèque de PNJ si ce n'est pas déjà fait, et quant à moi, je te souhaite un joyeux Halloween, ou un joyeux ce que tu veux si tu regardes ça en avril ou en mai.